Au sommaire de cette édition, l'installation officielle cet après-midi à Lomé du comité de suivi de la mise en œuvre des engagements pris vendredi dernier par le gouvernement et les centrales syndicales pour trouver une issue à la crise sociale qui perturbe le fonctionnement de l'administration publique. La fin de la période de révision des listes électorales dans la zone 3 avec un reportage de Nestor Mouzou à Kara sur les dernières heures de cette opération. Enfin, du matériel informatique pour l'école supérieure d'agronomie et le département de géologie de l'université de Lomé. Ces équipements vont permettre d'accroître la qualité de la formation dans les deux structures. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République était en déplacement hier à Blita. Durant sa visite, Faure Gnassingbé s'est rendu notamment dans l'enceinte de l'hôpital nouvellement mis en service au profit de la population locale dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour améliorer l'offre de santé publique au Togo. Le chef de l'État a également mis son séjour à profit pour assister au culte inaugural de l'église évangélique presbytérienne de Blita. Lamak Boudjouna. Le président de la République, Faure Gnassingbé, tôt ce dimanche matin, était à l'hôpital de Blita. Là, il a visité certaines structures médicales récemment installées ou réfectionnées. Il s'agit notamment de la chirurgie, du bloc opératoire, de l'unité de radiologie, de l'unité de télémédecine et de l'unité de production d'oxygène. Après cette visite, Faure Gnassingbé a assisté au culte dédicace du temple de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Blita-Gare. Avant le culte proprement dit, un rituel de dédicace et d'inauguration a eu lieu à l'entrée de cette nouvelle maison de Dieu. Le culte a été présidé par le modérateur Paul Abinou de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Dans sa prédication tirée de l'Exode 29, versets 43 à 46, le modérateur a évoqué la vie de Moïse et son peuple pour encourager les dirigeants à s'armer de patience dans la conduite des hommes, car selon lui, diriger une communauté humaine n'est pas facile. Il a également appelé tout un chacun à se soumettre à la volonté de Dieu. Dans la prière d'intercession, le pasteur Jacques Assi a prié pour le Togo et les autorités, notamment le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et pour l'élection présidentielle prochaine. Le culte dédicace a été entretenu par les chorales des paroisses de Sokodé, Blita Carrefour et Blita-Gare. C'est toujours dans le même souci d'améliorer les prestations sanitaires au profit des populations du Togo que le président de la République a financé l'achat d'un respiratoire artificiel pour la pédiatrie Saint-Joseph de Borgou dans la préfecture de Tandjouaré. L'appareil a été remis aux responsables du centre de santé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Damran Yark, en même temps qu'un lot de médicaments et de vivres également offert par le chef de l'État. Reportage Désiré Aloye. Une cérémonie sobre pour remettre à la pédiatrie du centre médico-social Saint-Joseph de Borgou une enveloppe financière de 6 millions de francs CFA comme frais de commande de ce matériel médical. Un respirateur artificiel, un don du chef de l'État Faure Gnassingbé, accompagné aussi d'un lot de vivres et des médicaments. Un respirateur artificiel, le tout premier dans la région des Savanes, pour renforcer le plateau technique de la pédiatrie. Les responsables du centre, tout en joie, louent le bon Dieu qui a agi à travers le chef de l'État, qui est à l'écoute des populations. C'est un grand geste vraiment de générosité et nous a permis d'acheter un appareil, l'appareil respiratoire, qui est très important pour les enfants. Monsieur le Président, vraiment, vivement, du fond de cœur, merci pour sauver tous les enfants qui viendront ici
et aussi quelques personnes adultes. C'est une action de cœur du président de la République, a rappelé le ministre Yak Damhan, qui a invité toute la population de Bogou à soutenir ces actions. Étant fils du milieu, c'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour ce point encore qu'il vient de marquer. Je profite pour demander à la population la sérénité. Il faut que la non-violence soit une vertu de chaque Togolaise et de chaque Togolais. Pour que nous allions à ces élections dans la paix, dans l'apaisement, dans le respect mutuel. C'est un jour exceptionnel inscrit dans les annales du centre médico-social Saint-Joseph de Bogou, qui promet de prendre soin de ce matériel qui s'ajoute par exemple à cette couveuse et autres matériels pour des soins de qualité aux populations. On a également parlé de santé ce matin, la primature santé, lutte contre le VIH-Sida et effort d'éradication du fléau d'ici à 2030 avec l'assistance de l'ONU-Sida, l'organisation onusienne de lutte contre la pandémie qui dispose d'un nouveau directeur pays pour le Togo. Le docteur Christian Moala a été présenté au Premier ministre par le directeur adjoint pour l'Afrique de l'ONU-Sida, le docteur Léo Zekeng, lors d'une audience que celui-ci leur a accordée. À l'issue de l'entretien, M. Zekeng a répondu aux questions de notre reporter de permanence, Clarisse Attiklé. Nous avons effectivement rencontré son Excellence le Premier ministre pour d'abord lui présenter notre nouveau directeur pays, le docteur Christian Moala, qui est le nouveau directeur pays de l'ONU-Sida au Togo. Vous savez que du bureau régional de l'ONU-Sida à Dakar, où je suis directeur régional adjoint, nous couvrons 25 pays de la région Afrique de l'Ouest en matière de VIH-Sida. Peut-être avant d'entrer dans le deuxième point, nous avons discuté avec son Excellence le Premier ministre, nous réjouir des relations amicales et fraternelles entre nos directeurs exécutifs, Michel Sidibé et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé. Saluer aussi l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la réponse du VIH-Sida, et saluer aussi son leadership dans le cadre de la réponse de la CEDEAO en matière de la réponse contre la maladie à virus Ebola. Nous avons, avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, discuté de l'état actuel de la réponse contre le VIH au Togo. Nous avons discuté des progrès, mais aussi des difficultés et qui doivent être, avec l'aide des partenaires, adressées pour pouvoir accélérer et peut-être mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida en 2030. Aujourd'hui, il est possible, avec tous les moyens qui existent en matière de traitement, de prévention et de prise en charge, il est possible qu'en 2030, le VIH-Sida ne soit plus une épidémie, mais que les gens continuent à vivre avec le VIH comme une maladie. Alors pour ce faire, nous avons discuté avec son Excellence le Premier ministre et fait un plaidoyer autour d'un certain nombre de choses qui, si cela agrée le gouvernement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, avec l'ONU-Sida en tête, pourront travailler pour mettre fin à cette épidémie. Donc nous partons satisfaits du fait que il y a une volonté d'accompagner nos directeurs pays et du fait aussi que toutes ces initiatives-là, si cela agrée le gouvernement, pourront être soutenues par l'ONU-Sida, par le système des Nations Unies ici, sous le leadership du coordinateur résident.
L'autorité de régulation des marchés publics fait le bilan de ses activités pour le compte de l'année 2014. Sont conviés à cet exercice les points focaux des autorités contractantes de l'administration publique, des sociétés d'État et des organismes publics. Le but visé par cette revue d'activité du secteur est de déceler les difficultés qui handicapent le système de passation des marchés publics au Togo et de proposer des actions en vue de les corriger et de les prévenir. Reportage de Douaré, Charlotte Onsime. Première revue des marchés publics des autorités contractantes depuis la mise en œuvre effective de la réforme des marchés publics et des délégations de services publics au Togo. Ici, les responsables de l'administration intervenant dans la chaîne de passation des marchés publics font le bilan des marchés passés en 2014. Il s'agit de pouvoir évaluer les indicateurs en matière de marché public, ce qui s'est passé l'année dernière en 2014, relever des difficultés et contraintes afin d'y apporter des solutions correctives. Aujourd'hui, nous passons à la revue des marchés de toutes les autorités contractantes, à peu près une quatre-vingtaine. La session offre également l'opportunité d'évaluer le dispositif des points focaux devant servir d'interface entre leurs structures, la RMP et la Direction nationale du contrôle des marchés publics. Cette revue se tiendra en 2 sessions. La présente prend en compte l'administration publique et la seconde concernera les sociétés d'État et les organismes publics. Les acteurs du corps judiciaire améliorent leurs connaissances en matière de droit de la concurrence et de la protection du consommateur. La formation, qui est pilotée par le Centre de formation des professions de justice, est un volet du projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Lomé, conjointement financé par l'État togolais et le fonds ICF. Rachel Aoukou. Une justice togolaise rapide, efficace et performante et le traitement des affaires dans un délai raisonnable, voilà les préoccupations qui ont réuni les avocats et magistrats à cette formation. Une mise à niveau qui vise à améliorer le droit de concurrence et la protection du consommateur. Il est question pour tous les acteurs de justice qui sont rassemblés pour ces 2 sessions de formation d'échanger avec les formateurs sur le statut du consommateur, le statut juridique de ce consommateur-là et ses droits et devoirs, d'échanger ensemble sur ce qu'on entend par la concurrence. Cette formation se situe dans le contexte du projet de renforcement de capacité des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Lomé sur l'initiative du Centre de formation des professionnels de justice CFPJ et du Fonds pour la facilitation du climat des affaires en Afrique ICF. Nous avons 2 séries d'objectifs. La première série, c'est d'informatiser la justice commerciale, de les doter de moyens matériel informatique et d'un logiciel de traitement du contentieux commercial. La deuxième série d'objectifs, c'est de renforcer les capacités de ces acteurs. C'est une série de formations élaborées en 2 sessions. La seconde phase débutera la semaine prochaine et concernera les huissiers et greffiers de justice. L'ensemble du projet, à savoir la formation des acteurs de la justice commerciale, la dématérialisation des outils du travail et l'informatisation du système judiciaire est financé à hauteur de 1,750 milliard de francs CFA conjointement par l'État togolais et le fonds ICF. Le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire et l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable veulent doter le Togo d'un agenda post-2015 pour le Programme national de développement durable. Ils ont réuni à cet effet des cadres de l'administration publique et privée pour les former sur l'utilisation des outils d'élaboration du document. À terme, le Togo disposera donc de son propre agenda dans la perspective du rendez-vous de septembre 2015 qui est l'échéance de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Reportage Emmanuela Diaklo, Nathalie Panegui.
En septembre prochain, les Nations Unies vont adopter un agenda unique de développement qui servira de référence à tous les pays qui devront décliner leur propre programme afin d'éradiquer la pauvreté et réaliser un développement durable après 2015. À l'instar des autres pays du monde, le Togo affûte ses armes. C'est pourquoi ces cadres de l'administration publique et privée se familiarisent ici avec les outils d'élaboration du programme de développement ainsi que la stratégie des achats publics durables au Togo. Les achats publics durables en fait intègrent beaucoup d'autres aspects qui sont des aspects environnementaux, des aspects de la santé, des aspects même des principes de développement durable dans notre façon d'acheter les produits. Nous allons étudier certainement les cycles de vie des produits, comment les acheter, pourquoi les acheter, quelles sont les contraintes juridiques. L'agenda post-2015 est donc une occasion d'inaugurer une nouvelle ère de développement international, celle de transformer les économies et les sociétés. Durant 5 jours de formation, vous aurez à vous exercer à la maîtrise de la grille d'analyse des compétences venant en complément du CEL sur l'analyse du développement durable réalisé en 2014 et sur le programme de renforcement des capacités en matière de développement durable. La technique d'élaboration d'une stratégie des achats publics durables en vue de doter le Togo d'une démarche méthodologique sur ce thème émergent qui lui permettra de répondre aux conclusions et recommandations de l'appel de Tunis de 2009 relatif à la réforme des marchés publics. La stratégie des achats publics durables au Togo a pour but de tester une phase pilote de renforcement des capacités des pays francophones dans leur processus de passation de marché dans la perspective du programme de réforme des marchés publics de seconde génération dans l'espace UEMOA. Ainsi donc, ces experts pourront contribuer à doter le Togo d'un programme national de développement post-2015. Les technologies de l'information et de la communication font leur entrée dans les supports de formation des étudiants de l'École supérieure d'agronomie ESA et de ceux du département de géologie de l'Université de Lomé. Cette initiative, on la doit au PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest pour ce qui est de l'ESA, et à l'UNESCO pour ce qui concerne le département de géologie. Les équipements qui ont été réceptionnés ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vont permettre d'accroître la qualité de l'enseignement et de la recherche dans ces deux structures de formation. Reportage Sonia Ameniko, Albertine Yakin. Réduire le temps de présence au cours des étudiants en licence, master et doctorat en amphi et améliorer la qualité de l'enseignement, c'est l'objectif de ce don de matériel composé de rétroprojecteurs, de logiciels d'application et d'Internet à haut débit. Pour le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, PPAO, il s'agit de renforcer les équipements de base à l'École supérieure d'agronomie, ESA. L'Université de Lomé est un centre d'excellence au niveau de la sous-région et peut-être même à l'international parce que les diplômes qui sont donnés dans cette université ont valeur d'or sur le plan international. Donc il va falloir travailler sur le segment de la recherche pour accroître la productivité, mais en même temps définir une grille de qualité qui puisse permettre à nos produits d'être compétitifs sur le plan international. Quant au département de la géologie de l'Université de Lomé, il a bénéficié d'un lot de 11 microscopes et accessoires devant contribuer à la formation des étudiants et à l'enseignement de la géologie dans les établissements secondaires et primaires au Togo. Quand vous prenez une roche à l'œil nu, vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut aller au microscope pour voir tous les détails. Ça me permet de rester à ma place et de montrer à tout le monde la même chose. L'impact, c'est que nous avons des étudiants qui sont formés à la réalité, avec un matériel performant et qui leur permet de gagner en expérience et d'être sur le terrain plus efficace. Ces dons viennent renforcer les prestations de l'Université de Lomé sur les plans techniques et scientifiques.
Et ceci nous amène à aller à la découverte d'un autre centre de recherche en agronomie de la place où les TIC n'ont pas de secret pour les agents qui y travaillent. Il s'agit de l'ITRA, du laboratoire, ou plutôt des laboratoires de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Les travaux qui se font dans ces unités sont orientés vers la production et la commercialisation des produits agroalimentaires. Voyons ce qui s'y fait concrètement avec ce reportage de Tchazinam Baga. Il est situé dans l'enceinte de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Il s'agit ici d'un complexe de laboratoire de référence nationale en matière d'analyse physico-chimique de sols, eaux, végétaux et engrais et de technologie alimentaire. Son existence répond à un impératif. C'est de mettre à la disposition du public des aliments de qualité, c'est-à-dire des aliments hygiéniques, pour que nos populations soient en bonne santé. Ce contrôle se passe dans les laboratoires d'analyse physico-chimique. Il est question à travers des pesées et des procédés physiques et chimiques de déterminer la composition des aliments. Nous déterminons les protéines, et nous déterminons les lipides, et nous déterminons la matière minérale de façon globale. Nous déterminons le taux d'humidité et qui permet de bien conserver les aliments. L'humidité a aussi des impacts sur la qualité des sols et partant sur la production agricole. Il revient donc à tout agriculteur de savoir quel est le sol le plus adapté à sa culture et quelle est la région du pays la plus favorable à celle-ci. Pour cela, il doit faire recours au service des laboratoires sols, eaux, végétaux et engrais. Tout le domaine peut ne pas être propice à une seule culture. Donc, on dira à l'exploitant quelle partie de ce domaine il va mettre telle culture et dans quelle partie il va mettre telle autre culture. Lorsque l'engrais vient pour faire les analyses, et parfois ça nous révèle que l'engrais n'est pas bon et on signale et on prend des mesures qu'il faut pour que ça... Donc ça protège l'agriculteur. Lorsque des cultures sont faites sur des sols fertiles puis boostés par des engrais de bonne qualité, les récoltes sont abondantes à coup sûr. Les excédents et les pertes post-récolte sont prises en compte par les laboratoires de nutrition et de technologies alimentaires. Des farines enrichies et bien d'autres denrées alimentaires sont produites à partir de procédés ancestraux améliorés. On est en train de faire le foufou. Peut-être les gens le faisaient d'une autre manière. Si, est-ce qu'il est endogène, mais il faudrait l'améliorer maintenant, apporter maintenant ce qui la nuit, ce qui fait que le produit n'est pas si sain. Soit peut-être on apporte sur les bonnes, on intervient sur les bonnes pratiques. Qu'ils soient destinés à la consommation locale ou à l'exportation, tous ces produits, à l'instar des autres denrées alimentaires, doivent subir des contrôles de salubrité selon des normes internationales. Si un opérateur économique exporte des produits qui n'ont pas fait l'objet de délivrance de certificats de salubrité, il y a de fortes chances que, arrivé à destination dans sur le marché d'exportation, que ce produit-là soit saisi et détruit parce que nous ne respectons pas les critères d'acceptation. Les laboratoires constituent un maillon important de l'ITRA. En contribuant à la sécurité alimentaire en termes de quantité et surtout de qualité, ils participent au développement de l'agriculture togolaise. Nous restons dans la rubrique agriculture et nous mettons le cap cette fois sur la région centrale, précisément dans le village d'Atafa 2 dans la préfecture de Tchamba, où un projet de gestion durable des terres initié par le comité villageois de développement de Kaboli a été lancé la semaine dernière. Financé par le Fonds mondial pour l'environnement, ce projet est destiné à apprendre aux paysans les techniques de conservation des sols en vue d'une meilleure exploitation. La marque Boudjona. C'est sur ce site de 5 hectares que sera exécuté le projet gestion durable des terres initié par le comité cantonal de développement de Kamboli, financé par le Fonds mondial pour l'environnement à près de 14 millions de francs CFA à travers le programme de microfinancement de PNUD. Ce projet a pour but d'améliorer la production agricole par des techniques respectueuses de l'environnement, la création d'activités génératrices de revenus et la restauration des terres dégradées. C'est sur le net que nous avons découvert ce projet. Ils ont construit un four. Dans le four, ils ramassent les végétaux, ils versent, ils brûlent et
au lieu d'accueillir du centre, c'est devenu maintenant du charbon. Ils amendent le sol avec ce charbon et ils sèment. Nous avons vu que le résultat que ça donne vraiment, c'est appréciable. C'est à base de ça que nous avons maintenant réfléchi. Comment nous pouvons profiter de cela pour initier aussi nos communautés. L'idée est venue de soumettre ce projet à PNUDS et il nous a financé. Ce projet sera exécuté en 18 mois. Le lancement de ces activités a permis au coordonnateur Atoko Akapo d'indiquer que le projet permettra de résoudre plusieurs difficultés dans le village et dans le canton, notamment en matière de protection de l'environnement, d'autosuffisance alimentaire et de réduction du chômage. Les électeurs de la zone 3, englobant 13 préfectures des régions de Savane et de la Kara et la préfecture de Tchaoudjo, avaient jusqu'à ce lundi 23 février pour s'assurer de leur présence sur les listes électorales. Ce dernier jour marque la fin de l'ensemble des opérations de révision des listes pilotées par la CENI et ses démembrements. Nestor Mouzou a assisté aux dernières heures de l'opération dans la ville de Kara. Il nous en rend compte dans le reportage que voici. Durant une semaine, les centres de recensement et de vote CRV ont été ouverts dans la COSA et dans les autres préfectures faisant partie de la zone 3 pour donner l'occasion à ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans, à ceux qui ont changé de lieu de résidence et à ceux qui ont perdu leur carte d'électeur de se faire inscrire sur les nouvelles listes. Certains ont attendu ce dernier jour pour le faire. J'étais en voyage, c'est pourquoi je ne suis pas venu tôt. J'étais à Lomé avant, mais comme je suis désormais à Kara, je suis venu me faire recenser ici. Je me réjouis d'avoir ce document. J'étais malade, c'est pourquoi je n'avais pas le temps pour venir. Donc c'est jeudi que j'ai eu le temps. J'ai demandé la permission à l'hôpital de me libérer, je vais venir pour faire ça. À 15h30, soit à 30 minutes de la fermeture, certains CRV ont connu une affluence. Des gens continuaient par se présenter. Notre grande surprise, c'est que ce n'est qu'hier, dimanche, que nous avons eu l'affluence. Et jusqu'à cette heure où nous voulons même fermer, nous avons toujours de l'affluence. C'est notre inquiétude. Nous ne savons plus comment gérer. Ce que nous pensons faire, c'est de leur donner peut-être les jetons pour voir si la CENI peut faire quelque chose pour eux. Du côté de la commission électorale locale indépendante, CENI COSA, on est satisfait de la manière dont l'opération s'est déroulée pendant les 8 jours. Nous avons eu de petits problèmes par endroit. On a pu régler les plus urgents. Peut-être il y a d'autres problèmes qu'on n'a pas pu régler, mais qui n'avaient pas trop d'impact sur le processus, parce que c'est des problèmes interpersonnels. Mais pour les problèmes liés au matériel électoral, je pense que les techniciens étaient à pied d'œuvre, ils ont pu apporter les remèdes nécessaires. Globalement, l'opération de révision s'est bien passée, parce qu'on peut dire que les gens se sont mobilisés. Même jusqu'à ce jour, nous avons fait près de 10 000, même un peu au-delà, pour les nouveaux inscrits, c'est-à-dire les nouveaux majeurs et les anciens majeurs. Nouveaux majeurs, c'est ceux qui viennent d'avoir 18 ans. Et les anciens majeurs, c'est ceux qui avaient 18 ans depuis, mais qui ne se sont pas fait enrôler. C'est eux que nous comptons que ça fait 10 000, mis à part ceux qui sont venus demander les duplicata, les transferts et autres. Avec leur carte en leur possession, les électeurs n'attendent plus que le jour J pour aller porter leur voix sur le candidat de leur choix. De nouveau sur le front social, le comité de suivi de la mise en œuvre des engagements pris vendredi dernier par le gouvernement et les centrales syndicales lors des discussions à la primature destinées à ramener le calme dans les milieux des travailleurs de l'administration publique a été installé cet après-midi. Cet organe aura pour mission de veiller à l'application des points d'accord auxquels les deux parties sont parvenues et de proposer les stratégies pouvant favoriser le consensus sur les revendications des travailleurs. On apprend par ailleurs que les 909 millions de francs CFA de primes réclamées par les organisations syndicales seront disponibles sur les salaires des fonctionnaires dès le jeudi 26 février prochain. Prudence Zinsou. Les 909 millions de francs CFA représentant l'écart constaté sur les traitements de salaire des agents publics l'année dernière seront disponibles dès ce jeudi à tous les fonctionnaires qui en ont droit.
C'est ce qu'a annoncé le gouvernement lors de cette cérémonie officielle d'installation du comité de suivi des accords intervenu le 20 février dernier entre le gouvernement et les syndicats. Un acte qui traduit l'application des engagements pris par le gouvernement pour trouver des solutions aux revendications des organisations syndicales du Togo. Le comité commence dès lors sa mission. Il doit examiner de fond en comble les modalités d'application des points d'accord pour des prises de décision adéquates. Un des points, c'est que dès cette semaine, les travailleurs de la fonction publique concernés par des primes ou toutes sortes de choses qu'on avait prélevées seront payés. Et ça avoisine le milliard. Le fait d'avoir installé le comité de suivi cet après-midi, ça fait partie des accords. Le gouvernement, là aussi, a pris ses responsabilités. Tout le reste viendra ainsi, dans le temps, imparti. La grille salariale a été revalorisée toutes ces années. Et en 2015, sera encore revalorisée conformément aux revendications des syndicats que le gouvernement, justement, a acceptées. Lorsque nous parlons de grille, il était important qu'on arrive à un consensus, à comprendre qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est pour cela qu'il a fallu des clarifications. Certains travaux préalables, justement, ont permis de clarifier. D'autres points restent à clarifier, mais d'ores et déjà, ce problème de décret relatif au statut de la fonction publique est maintenant réglé. C'est-à-dire que le décret sera pris incessamment. Le comité de suivi est composé des représentants du ministère de l'économie et des finances, de l'enseignement, de la fonction publique, de la primature, de la synergie des travailleurs du Togo et de la coordination des centrales syndicales, entre autres. Depuis le début des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales, des avancées ont été enregistrées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires togolais. Il s'agit notamment du relèvement de 6% sur les salaires, l'intégration de certaines primes. Les 30 points d'indice prévus en 2016, dont le montant s'élève à près de 14 milliards, seront aussi appliqués dès cette année à partir de juillet prochain. Les artistes et promoteurs culturels bénéficiaires du fonds d'aide à la culture ont été briefés ce lundi sur le fonctionnement de ce fonds. Des explications leur ont été également fournies au cours d'une rencontre ce matin à Lomé sur les conditions d'accès à ces fonds et la gestion qui doit en être faite. Reportage Nancy Tchana, Christine Pecheki, Aloudé. Dans le souci de promouvoir la culture au Togo, le gouvernement a décidé en 2013 de donner un coup de pouce au secteur à travers la mise à la disposition des promoteurs culturels d'un fonds. L'enveloppe n'ayant pas été débloquée la même année, il a été décidé de le faire cumulativement pour les années 2014 et 2015. Ainsi, 525 millions de francs CFA vont être décaissés pour être répartis sur 251 projets. Face à ces nombreux projets enregistrés en 2014, c'est-à-dire les 538 dossiers, il était difficile de répartir l'enveloppe consacrée pour l'année 2014 à ces projets. C'est pourquoi nous avons bien voulu cumuler. Nous attendons une meilleure utilisation de ce financement qu'on a mis à leur disposition. Le fonds d'aide à la culture est bien entendu un accompagnement et non un financement intégral. Les représentants du ministère en charge de la culture ont tenu à le préciser à leurs interlocuteurs. Il est donc attendu de leur part des apports personnels. Pour assurer la pérennité de ce fonds, des dispositions appropriées ont été mises en place. Les innovations en matière des artistes écrivains consistent à accélérer la procédure avec les différentes maisons d'édition et à nous produire les justificatifs avant d'entrer en possession du chèque. Par rapport aux artistes, il faut bien qu'ils programment leurs activités et en fonction de la programmation, le décaissement aura lieu au fur et à mesure. Le fonds d'aide à la culture étant donc un financement de l'État,
Il est donc attendu des artistes bénéficiaires une réelle implication et un investissement personnel dans lesquels ils seront appuyés. Des rapports d'activité leur seront d'ailleurs exigés à la fin de chaque projet. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir tenu compagnie. Excellente soirée à tous. Retrouvez Isidore Koubatine pour notre dernière édition du jour à 22h30. Au revoir.